du séminaire, je vous redistribue le même questionnaire et puis je vous restituerai, si tout va bien pour la semaine prochaine, vos réponses avant et après pour voir en quoi le séminaire vous a apporté quelque chose dans tel ou tel domaine de connaissances. Donc on va essayer de mettre ça en place progressivement au cours de l'année. Il faut me laisser un tout petit peu de temps et à vous aussi pour roder le système. Donc c'est la première fois que l'on essaie. Compte tenu de cela, donc je vous remercie d'essayer d'être là à midi et demi. À midi et demi, on distribue les petits questionnaires, comme on le fait là. Donc, vous avez 10 minutes, un quart d'heure avant la présentation pour prendre connaissance des questions et y répondre. Vous répondiez maintenant. Et puis, à la fin du séminaire, pareil, je vous remercie de rester 5 ou 10 minutes pour remplir le deuxième questionnaire. Le troisième point, c'est que pour moi, les questionnaires me serviront du coup de feuille de présence. Et donc, seront comptés présents les personnes pour lesquelles j'aurai et un questionnaire avant et un questionnaire après. Et donc, vous voyez, Emmanuel a choisi elle-même les couleurs. Le questionnaire avant est rose, et le questionnaire après, je ne sais pas, vert. Voilà. À la fin du séminaire, on doit avoir effectivement une perspective plus verte, plus positive qu'avant le séminaire. Ça dépend si, dans l'occurrence, il n'y a pas de souci. Donc, on vous laisse encore quelques minutes, et puis à 45, on attaque la présentation d'un bonbon. Voilà. Ah oui, je précise que le questionnaire est régulier. On a affaire à des gens qui sont au moins en maîtrise ou en place. Ça enterré au 31 décembre 2011. Peu importe, tout ça, ce sont des structures. Le point important, c'est que les personnes qui ont souhaité travailler ensemble dans le domaine de la microbiologie continuent à travailler ensemble pour les prochaines années, et puis que l'on puisse élargir éventuellement le cercle des coopérations avec des personnes et puis des champs thématiques avec lesquels nous travaillons moins actuellement. Et c'est dans cette idée que nous avons invité Mme Bocon aujourd'hui pour ce premier séminaire de l'année. Donc je la remercie beaucoup d'avoir accepté d'inaugurer cette nouvelle formule de séminaire avec nous aujourd'hui. Merci. Bien, merci beaucoup pour la présentation que vous avez faite de moi. Et également, je dois dire que je suis très honorée parce que je crois que c'est la première fois que je parle à la Timone. Donc, les prophètes en son pays en quelque sorte. Et aussi, je suis contente d'inaugurer cette série de séminaires IHU. Et pour finir, je suis aussi très contente de voir qu'il y a beaucoup de jeunes dans cet amphithéâtre. Donc, la relève va être assurée. Pour moi, c'est ça, c'est un très grand plaisir. Je viens de l'UMI. J'ai dirigé jusqu'à la fin de cette année dernière l'Institut de biologie du développement. Donc, disons que nous sommes dans cette salle tous des biologistes, mais que nous posons des questions probablement un peu différentes. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est non pas de me focuser sur une question très pointue, très précise, avec des résultats fin d'expérience, mais plutôt de vous illustrer une trajectoire de recherche et, je l'espère, mes compétences. Pour vous transmettre ma vision de la biologie, pour moi, c'est une étude d'interaction qui se fait à différentes échelles. Les biologistes structuraux étudient, par exemple, comment les atomes interagissent entre eux dans une molécule. Ensuite, d'autres étudient comment un ensemble de molécules interagissent et coopèrent pour former une cellule. Et ceci, donc l'échelle est différente, puisque là c'est l'angstrom et après on passe plutôt au micron. Et puis finalement, d'autres s'intéressent à comment les cellules s'agencent pour former un organe. Et les physiologistes étudient comment ces organes coopèrent entre eux pour faire un organisme vivant. Et ensuite, encore, je pense, les écologistes et d'autres regardent comment les organismes interagissent avec leur environnement. Donc, ce qui m'intéresse toujours en tant que biologiste du développement, c'est de comprendre comment l'information
générale des protéines, pour moi, est lue et traduite en termes de forme ou de taille, par exemple, pour une cellule, mais également en termes de fonction pour cette cellule et comment cette fonction va s'exprimer au niveau de l'organe. Mon souci constant aussi a été de porter une attention sur le fait que des résultats fondamentaux pouvaient, dans certaines circonstances, être utiles et être traduits pour essayer de traiter des situations pathologiques. L'organe qui m'intéresse, c'est le cerveau et son développement. Vous savez ou vous ne savez pas, c'est que lorsque le cerveau se forme, les cellules se divisent d'abord dans des zones germinatives, puis les corps cellulaires migrent pour atteindre leur position définitive, par exemple dans le cortex, et ensuite ils poussent des prolongements que l'on appelle axones et qui se connectent entre eux de façon très très précise. Donc le cerveau, c'est très précis et c'est compliqué. La question sur laquelle j'ai travaillé, c'est quels sont les mécanismes qui guident un axone ou une cellule en migration ou un axone en croissance vers la bonne cible. Cette question a été travaillée par de nombreux groupes depuis, disons, une vingtaine d'années. Et maintenant, ce qui semble clair, c'est que l'axone ou la cellule qui migre sont soumis à des forces. Que ces forces peuvent s'exercer à distance ou par contact, et qu'elles peuvent être répulsives ou attractives. On parle dans ce cas, lorsqu'elles sont à distance, de chimioattraction ou chimiorépulsion. Et lorsqu'elles sont par contact, ce sont des forces qui vont soit ralentir la croissance, soit l'accélérer. Derrière ces forces, il y a des molécules, et donc c'est sur l'identification de ces familles de molécules que j'ai travaillé, en particulier les sémaphorines pour les facteurs solubles. Mais aujourd'hui, pour simplifier et illustrer simplement une démarche, je ne vous parlerai que de l'une d'entre elles sur laquelle nous avons travaillé, qui est la molécule NCAD, Neural Cell Adhesion Molecule, qui est le prototype de la superfamille des immunoglobulines-like. Alors, cette molécule, c'est un seul gène, 85 kilobases, 25 exons, mais plusieurs isoformes. Nous l'avons d'abord identifié en utilisant un anticorps monoclonal. Dans un anticorps monoclonal, ça ne reconnaît que l'épitope. Et nous avons regardé à différentes étapes du développement du cerveau, donc embryonnaire visuel, postnatal, etc., et adulte. Ce que vous pouvez voir, c'est que chez l'adulte, nous voyons trois bandes, donc les trois portes d'épitope, et assez rapidement, nous avons pu comprendre que ces trois formes diffèrent par leur ancrage à la membrane. La forme 120 kilodalton est ancrée par un groupement GPI, et la 140 et la 180 diffèrent par la longueur de leur domaine intracytoplasmique. Donc vraisemblablement par les interactions que ces molécules peuvent contracter à l'intérieur de la cellule. Par ailleurs, je précise qu'elles ont trois domaines immunoglobulines-like et deux domaines fibronectine-like. Bon, ça avait été clair assez rapidement, mais le problème c'était ici. Chez l'adulte, vous voyez qu'on voit une bande très large qui migre au-dessus de 250 kilodalton par rapport ici aux trois bandes très claires dans l'adulte. Bon, là, mon chef m'a longtemps dit que je travaillais mal, probablement que je préparais mal mes tissus, mais comme c'était reproductible quand même, finalement, on a cherché autre chose et on a immunotonifié les formes chez l'embryon et chez l'adulte et on les fait soumises à une déglycosylation extensive avec trifluorométhanesulfonique acide, ce qui a donné comme information le fait que ces formes contenaient beaucoup de sucre et que donc les squelettes protéiques étaient identiques et que les différences venaient essentiellement donc de la glycosylation. Donc je parle là de différence entre formes chez l'embryon et chez l'adulte.
Donc ce sucre, nous les avons identifiés et ils ont donné quelques surprises, puisque ce sucre qui est accroché ici au domaine 5 est composé par un polymère d'acide sialique où les résidus sont liés à l'alpha-8 et ces polymères sont très gros, toujours au-dessus de 50 résidus. Pour les gens qui travaillent sur les sucres, ça c'est déjà une surprise, les sucres chez les mammifères au moins, et les vertébrés, c'est que en général les acides sialiques on les trouve en position terminale, et là c'est un gros polymère. Donc on a dans la suite essayé de faire un anticorps qui ne reconnaîtrait que ce sucre, pour étudier mieux l'expression, la fonction, etc. Vous savez pas, mais faire un anticorps contre un sucre, c'est pas facile. On obtient dans la plupart des cas, si on injecte la molécule purifiée, des anticorps contre la protéine. Lorsqu'il est contre le sucre, souvent des IgM collantes, c'est pas terrible. Et là, disons que le hasard a bien fait les choses, puis j'ai rencontré au Walter Reed Army Center, quelqu'un qui travaille pour l'armée américaine, et en discutant, il m'a raconté que lui, c'est un peu une expression, mais des vaccins pour la méningite groupe B. Or, il se trouve que le méningocoque groupe B, qui est responsable des méningites chez l'enfant, a sur sa capsule exactement ces mêmes sucres à l'alpha-2. Donc pour moi, ça c'était vraiment une chance, parce que du coup, j'ai dit, bon, on va injecter des souris NZB avec ton méningocoque. Et là, j'ai eu un superbe anticorps qui reconnaissait parfaitement le sucre. Donc pour lui, ça lui crée plus de problèmes, parce que finalement, ces vaccins devenaient peut-être un poil dangereux et pourraient créer des maladies auto-immunes. Mais bon, ça c'était le sien. Et là, je quitte la digression. Et donc nous avons eu un super anticorps qui reconnaissait spécifiquement ce sucre, qui nous a permis de révéler autre chose, c'est que la molécule NCAM est le seul carrier, la seule protéine qui porte ces sucres. En général, les sucres sont aussi partagés par diverses protéines et divers carriers. Donc ça c'est un fait. Chez tous les vertébrés, alors il existe des orthologues de NCAM chez la drosophile et chez C. elegans, mais là, eux, ils n'ont pas cette modification post-traductionnelle. Nous avons vu que ces sucres étaient polymérisés et ajoutés par deux enzymes. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux, parce que chacun fait à peu près la même chose, c'est-à-dire polymérise et attache le sucre au niveau du complexe de Golgi. Et l'expression de ces enzymes est très contrôlée donc, au niveau transcriptionnel. Donc quand on peut doser, on voit que donc, chez l'embryon, jusqu'à la naissance, à peu près jusqu'à ce que les synapses se soient formées, on a beaucoup de formes que j'appelle embryonnaires qui portent PSA, et puis remplacées petit à petit par le trio d'isoformes. Alors maintenant, puisque je vous ai dit qu'on travaillait, mon ambition était de travailler à différentes échelles, au niveau de la molécule, que font ces sucres? Donc nous avons purifié les molécules adultes et embryonnaires et respectivement reconstituées dans des liposomes, membranes artificielles, pour étudier un petit peu la fonction de la molécule. Lorsque l'on met les formes adultes, on a une agrégation des liposomes, ce qui a permis, entre autres, et ça peut être inhibé avec l'anticorps anti-NCAM par exemple, de dire que NCAM est une molécule d'adhésion homophilique. C'est-à-dire que NCAM sur une membrane, je crois que c'est les noms ici, se lie à une autre NCAM sur la membrane en face. Donc, adhésion homophilique. Lorsque nous reconstituons avec des molécules qui portaient le sucre, le PSA, les liposomes restaient séparés. Donc ce qui nous a fait dire que là, il n'y avait plus d'adhésion, l'aspect adhésif n'apparaissait pas. Et le modèle proposé également, en mesurant les forces entre deux membranes, selon le type de molécule qu'elles portent, permis de dire que vraisemblablement l'encombrement stérile présenté par ces bulks